Bienvenue à toutes et à tous dans ce spécial débat sur la situation de l'école nigérienne, une situation diversement appréciée et dont la responsabilité est à fixer. Est-ce la faute des grèves perlées des enseignants-élèves? Est-ce la faute de l'État à qui l'on reprocherait de ne pas réunir les conditions nécessaires? Quelle solution? Autant de questions que la presse sur la 3 va se poser au cours de cette émission qui reçoit des acteurs de l'école nigérienne, à commencer par ma droite, M. Elaji Amadou Mamadou de l'OPEN. L'OPEN, c'est l'Observatoire des performances de l'école nigérienne. M. Elaji Amadou Mahamadou de l'OPEN. Nous avons également M. Munkela Aludou du CEPRAS. Il est coordonnateur du cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats de l'éducation, le CEPRAS. M. Munkela Halidou. M. Abdou Maman Lokoko est conseiller à la présidence de la République du Niger. M. Abdou Maman Lokoko, conseiller à la présidence de la République du Niger. Et M. Alassane Boubakrine. M. Alassane Boubakrine est coordonnateur du cadre de concertation de la société civile active en éducation. M. Alassane Boubakrine. Voilà, chers invités, merci. M. Elaji, la première question que je vais vous poser est la suivante. La situation de l'école nigérienne aujourd'hui, elle est diversement appréciée. D'aucuns pensent que ça ne va pas, d'autres pensent que ça va. Et quels sont les réels problèmes en fait de l'école nigérienne aujourd'hui? Je vous remercie. Je salue l'ensemble des téléspectateurs de Canal 3 avec qui peut-être cette fois-ci nous réunissons. Pour répondre à cette question, en fait, il faut se dire que nous devrons tous retourner au moins vers la loi qui concerne le secteur de l'éducation, c'est-à-dire la loi d'orientation du système éducatif nigérien. Et cette loi, au moins, elle nous fixe l'ensemble des acteurs de la communauté éducative. Vous avez naturellement l'État. L'État, oui. Vous avez à côté les enseignants, vous avez les scolaires, vous avez les partenaires techniques et financiers, vous avez les communautés locales. Et effectivement, quand vous posez la question de savoir pourquoi ça ne va pas, naturellement, l'ensemble des acteurs se rejettent la responsabilité. Quand c'est les enseignants, ils vous diront que ce n'est pas leur faute, c'est la faute de l'État, c'est la faute des parents d'élèves, c'est la faute parce qu'ils ont des revendications qui ne sont pas satisfaites. Les scolaires, ils vous diront que non, nous n'avons pas de bons enseignants, non, nos parents ne nous donnent pas peut-être ceci. Nous n'avons pas suffisamment de classes, nous n'avons pas suffisamment de manuels. L'État dira toujours qu'il investit des milliards, mais que les enseignants sont en grève, que les scolaires... Donc, finalement, naturellement, en fait, personne ne veut endosser la responsabilité. Et il ne s'agit même pas de chercher qui est responsable. Il s'agit de voir le système dans ce qu'il a comme input et de ce qu'il a comme output. À l'intérieur, l'éducation, c'est d'abord les enfants. Les enfants. C'est eux, c'est pour eux que le système éducatif est mis en place. L'ensemble donc des acteurs, des autres acteurs, concourent simplement à la réalisation du droit à l'éducation des enfants. S'il n'y a pas d'enfants, on va fermer les écoles. Même pas au Niger, partout ailleurs. Parce qu'on ne fait pas le système éducatif pour les adultes. Donc vous voyez, et ça c'est la question centrale. Tout l'ensemble des acteurs doivent comprendre que leur concours, c'est pour faire en sorte que cette éducation, ce droit à l'éducation des enfants, soit un droit et qu'il soit réalisé dans toute sa plénitude. Maintenant, quand nous regardons notre système éducatif, même s'il ne s'agit pas de dire que tel acteur est le principal responsable de l'échec, il faut quand même commencer par dire que l'État, en tant que garant de l'ensemble des systèmes mis en place dans le pays pour faire en sorte que notre pays soit une nation présente sur l'échiquier des nations, sur le concert des nations, il faut également dire qu'à ce niveau, l'État a à la fois la responsabilité des politiques éducatives, il a à la fois la responsabilité du financement de l'éducation, mais il a également la responsabilité de faire en sorte pour que l'ensemble du système fonctionne normalement. Si à un moment ou à un autre, il y a des problèmes, il faut arrêter, il faut interroger l'ensemble de la chaîne. Je vous prends un seul exemple. À la fin de l'année, quand vous voyez la rentrée, elle n'est même pas effective, que déjà, les gens en fait pensent
plus les examens. Et dès qu'on réalise les examens, on croise les bras, on dit qu'on a réussi l'année scolaire. Or, à l'intérieur, la loi dont j'ai parlé tout à l'heure dit qu'il y a 36 semaines au niveau de l'article 48 de la Lausanne, dit qu'il y a 36 semaines pour l'éducation de base, l'éducation de base 1, l'éducation de base B, l'éducation moyenne, mais donc le cycle moyen, mais également quand vous prenez l'enseignement universitaire, c'est 25 semaines. Alors, pour que nous puissions dire qu'à la fin de l'année, les examens ont été d'abord préparés dans les conditions normales, il faut que nous ayons les 36 semaines. Or, rien que ce volume horaire, il n'est jamais satisfait. Pendant aujourd'hui une vingtaine d'années, une trentaine d'années, justement, il n'est jamais respecté parce qu'il y a des grèves. Le premier problème du volume même, c'est le fait que l'année scolaire, on dit que la rentrée c'est le 1er octobre, par exemple. Mais vous avez des écoles qui ne pourront entrer que le 1er janvier de l'année suivante, c'est-à-dire 3 mois, 4 mois après. Et justement, qu'est-ce qui fait ça? La raison, c'est quoi la raison? Les problèmes, numéro 1, c'est que nous savons que nous avons beaucoup de classes qui sont sous paillotte. Pour construire une classe en paillotte dans les campagnes reculées du pays, ce n'est plus avec... il faut avoir les tiges de mil. Pour avoir les tiges de mil, il faut attendre que les cultivateurs récoltent leurs céréales et que maintenant, on rachète les tiges et qu'on en construise les paillotes. Donc vous voyez que déjà, ça à ce niveau, ça va commencer peut-être dans les meilleurs des cas entre novembre et décembre. Et c'est à ce moment que certaines classes vont entrer. Ça c'est un premier problème. Le problème toujours qui grignote le volume horaire, ce n'est pas seulement les grèves, des enseignants ou des scolaires. Mais vous avez aussi d'autres paramètres. Par exemple, un enseignant qui se trouve dans une brousse éloignée. Je prends Agadez. Quand quelqu'un, un enseignant, est à Agadez, dans la région d'Agadez, et qu'il doit par exemple venir à Agadez toucher son salaire, s'il se retrouve dans la campagne de la région de Bilma, mais comment vous pouvez attendre que cet enseignant-là, dans un laps de temps relativement bon, qu'il aille toucher qu'il descende toucher son salaire, qu'il puisse rejoindre son poste? Là également, vous allez vous rendre compte que c'est 2 semaines, 3 semaines, souvent 1 mois qui sont perdus. Donc il y a énormément de facteurs qui font en sorte que le volume horaire n'est pas respecté. Et quand vous avez le volume horaire qui est suffisamment grévé, c'est que les acquis des apprentissages au niveau des élèves, ça va se ressentir nécessairement. Un facteur. Le second facteur, quand vous prenez, nous savons que l'éducation ou l'activité d'enseignement-apprentissage, ce n'est pas seulement le fait d'avoir une classe, un enseignant dans la classe. Il faut du matériel. Il faut le matériel. Souvent, le matériel ne suit pas. Vous voyez que vous avez les 2 acteurs qui sont dans la classe, mais si vous ne mettez pas à leur disposition le matériel pour travailler, ça ne marchera pas. Et cela est de la responsabilité de l'État. Un autre facteur que je voudrais souligner, c'est que pour repenser le système éducatif nigérien, il ne s'agit pas... Nous parlons d'abord en fait des problèmes. Oui, c'est au niveau des problèmes. C'est au niveau des problèmes. Quand vous voyez, au niveau de l'État toujours, l'État considère qu'il doit être au four et au moulin. Qu'est-ce que j'entends par là? L'État, normalement, n'a pas vocation, par exemple, puisque ce n'est pas un entrepreneur pour construire, un tâcheron pour construire les classes. Lui, il a les moyens. Il y a les tâcherons qui sont là. Quand vous regardez la situation du pays, par exemple, l'engagement du chef de l'État de construire 2500 classes, qui est quelque chose que tout le monde salue. Pour réaliser cela, il faut s'assurer que, par exemple, nous avons des tâcherons qui ont les capacités de réaliser cet objectif du chef de l'État sur l'étendue du territoire national. Ce qui n'est pas évident. Parce que pour construire une classe à Niamey, c'est plus facile que s'il le faut la construire, par exemple, à Dirkou. Ce qui est tout à fait, ça devient déjà, elle va devenir plus coûteuse, mais également les matériaux même de construction, il faut les importer d'ailleurs, ainsi de suite. Donc vous voyez, tout cela, c'est des éléments qu'il faut voir. C'est pourquoi je dis l'État ne doit pas être partout à la fois. L'État, il est là où il doit être et il doit faire en sorte que les autres acteurs, la société civile, aujourd'hui quand vous voyez les constructions de classes, quand vous avez une ONG, le cadre de concertation, de tout à l'heure, le président en parlera. Par exemple, l'année dernière, tout le monde se souvient du drame qu'il y a eu ici à Tilaberi, dans une école qui s'est effondrée. On a vu la ministre pleurer parce que des enfants ont perdu la vie. Mais
Regardez le laps de temps que nous avions mis en tant qu'organisation de la société civile pour reconstruire la classe de façon à sécuriser, à ramener la confiance des parents vers l'école, etc. L'ensemble de ces dispositifs-là, nous avons mis à peu près 4 mois pour réaliser les classes qui sont effondrées et également attendre maintenant de réceptionner. On va le faire probablement selon l'agenda du ministère. Mais voyez, quand l'État dit que lui, il va construire, et dans les chiffres qu'il y a eu comme débat à un moment donné, dans le bilan du chef de l'État, s'il y a eu des problèmes, c'est parce que des constructions de classes qui étaient, et nous avons fait en fait le travail, on en parlera plus en détail tout à l'heure, c'est parce que des classes même de 2002, 2003 qui n'ont pas été achevées parce que c'est l'État qui a mis l'argent. Quand vous prenez un homme politique... Il y a un manque de suivi en fait. Quand vous prenez un homme politique de votre bord qui est tâcheron, vous lui donnez un contrat. Qui n'aurait pas de moyens. Il peut ne pas le faire, il peut ne pas le faire, rien n'adviendra. Vous voyez, on ne peut pas suivre, etc. etc. Mais quand vous mettez à la disposition de la société civile, je ne dis pas les organisations nationales, mais même les organisations internationales qui sont au Niger et qui font ce travail si bien, ça veut dire qu'ils connaissent ce travail-là. Si l'État leur confie ce genre de mission, c'est que ça va se faire avec diligence dans le temps et on pourrait avoir ce qu'il faut au moment de bons résultats. Merci, monsieur Elhadji, je reviendrai à vous. Monsieur Moukaila, la situation de l'école nigérienne aujourd'hui, vous venez de suivre monsieur Elhadji Amadou Mamadou qui a essayé d'esquisser certains des problèmes qui minent en fait cette école. Quelle appréciation vous faites-vous? Merci, Jibo. Vous savez, la question de l'école publique nigérienne aujourd'hui, c'est vraiment une question très délicate. Très délicate en ce sens que, sans revenir sur ce que Elhadji vient d'énumérer comme problème, il faut comprendre qu'au fond, nous avons un problème de politique éducative. De politique éducative. Ce n'est pas qu'il n'y a pas... elle n'existe pas ou elle n'est pas efficace. Ce n'est pas qu'elle n'existe pas, ce n'est pas qu'elle n'est pas efficace, mais au fait, on a un problème de gestion. De gestion, oui. Quand vous prenez aujourd'hui, et je crois qu'il y a eu les états généraux de l'éducation, il y a eu beaucoup de forums sur le système éducatif nigérien, il y a eu beaucoup de réflexions pour pouvoir améliorer notre système éducatif nigérien. Mais c'est qu'au finish, après les réflexions, la mise en application ou la mise en œuvre pose problème. Parce que peut-être ceux à qui on les confie ne les exécute pas comme ça se doit, ou alors on ne les fait même pas. Et c'est ça le véritable problème que nous avons aujourd'hui. Tout à l'heure, quand Elhadji prenait le cas des véritables problèmes, il a énuméré un aspect très important. Quand on prend par exemple le temps scolaire. Le temps scolaire, c'est quelque chose qui compte beaucoup dans un système. Un système, le système éducatif là, c'est une gestion quotidienne que nous avons, mais programmée, en tout cas quotidiennement, par mois, par semaine, plutôt par mois, par an. Nous avons, comme il l'a dit, des leçons que nous devrons exécuter avant la fin de l'année. Mais alors, quand par exemple, pour seulement prendre ton salaire, tu es obligé de faire 2 semaines en aller et retour, sans qu'il y ait un mouvement, tu vois que déjà, dans les semaines, dans les 36 semaines, c'est par mois tu dois perdre 2 semaines sur 4. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au finish, tu vas avoir 18 semaines de cours au lieu de 36. Ça, je vous dis, c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux que nous avons. C'est peut-être ce qui expliquerait aussi la baisse de niveau. Ça fait partie. Par rapport à la baisse de niveau. Par rapport à la baisse de niveau. C'est là où j'allais en venir. Par rapport à la baisse de niveau. Nous avons le problème de perte de temps. Le temps scolaire. Nous avons le problème de gestion même. De gestion des personnels. C'est-à-dire des ressources humaines. Nous avons le problème de gestion des ressources financières. Et surtout, quand on parle au niveau des ministères en charge et des services déconcentrés. Vous prenez par exemple aujourd'hui, prenons le cas de cette année. La rentrée a été programmée au niveau de l'éducation de base pour le 1er octobre. On est d'accord? Pour le 1er octobre. Et nous, jusqu'en mi-janvier, il y a des écoles qui n'ont pas ouvert leurs portes. Et pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, nous avons le problème des enfants qui n'étaient pas sur place. Vous savez, en campagne, parce que quand on parle d'école, il ne faut pas seulement qu'on se focalise sur les centres urbains. En bourse, les enfants voyagent, quittent avec leurs parents pendant la saison pluvieuse pour aller faire les travaux champêtres. Et il faut seulement qu'ils finissent pour revenir, en tout cas au centre. Ça, c'est le premier aspect. Deuxièmement, nous avons le problème d'infrastructure. Les classes. À Niamey, jusqu'en janvier, il y a des écoles où nous n'avons pas encore les classes sur pied. Les classes n'ont pas été construites. Nous avons les problèmes d'infrastructure. Nous avons les problèmes de gestion des enseignants. Jusqu'en novembre encore,
Jusqu'en janvier d'ailleurs, il y a encore eu des listes d'affectation. Alors que tout ça là doit être préparé en amont, pendant les grandes vacances. Donc pour vous dire que le problème que vit le système éducatif nigérien est situé à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Et nous estimons que, en tout cas en ce qui nous concerne, ne pas situer, c'est aussi vouloir pécher. Je crois que le véritable problème incombe aux décideurs publics, c'est-à-dire aux responsables en charge de l'éducation, au gouvernement, parce qu'il lui revient de pouvoir en tout cas créer les conditions de sécuriser notre système éducatif nigérien. Vous pensez que ce sont ces conditions en fait qui ne sont pas payées, le problème tel que je suis en train de le décrire, c'est que nous avons un problème en réalité de vision. Nous avons un problème de vision. J'ai dit, ce n'est pas qu'il manque des textes. Non, les textes sont là. C'est comment les appliquer qui véritablement sont en train de poser problème aujourd'hui. Vous vous souviendrez qu'en octobre passé, sous en tout cas la demande de plusieurs organisations, le président a accepté et a même présidé la cérémonie d'ouverture du forum sur le système éducatif nigérien. C'était un forum qui a été demandé par les enseignants que nous sommes pour qu'on crée les conditions de pouvoir mettre fin à la situation dans laquelle végète l'école publique nigérienne. Et nous avons estimé que certainement qu'à partir de ce forum, des décisions seront prises pour pouvoir créer les conditions du retour à la sérénité ou du retour à la normale de notre système. Mais très malheureusement, ce n'est pas à ça que nous assistons aujourd'hui. Malgré tout ce qui a été fait au niveau de ce forum. Les réflexions toutes les réflexions faites, en tout cas aujourd'hui, ne sont pas mises en application. Je vous prends un seul exemple. Je me rappelle qu'au niveau de ce forum, il a été créé un cadre que nous avons appelé dynamique partenariale. Si cette dynamique-là avait marché, certainement qu'aujourd'hui, le bras de fer entre l'État et les partenaires, entre l'État et les partenaires, que ce soit les syndicats, les ONG, les associations, même les scolaires, la dynamique aurait pu créer et régler en amont les préoccupations du système éducatif nigérien. Il n'est pas opérationnel aujourd'hui. Cette dynamique n'est pas opérationnelle. Si elle est opérationnelle, on aurait pu éviter beaucoup de choses. Donc c'est ce que vous en savez les raisons mais c'est ce que j'ai dit. Le problème que nous avons, c'est un problème de gestion politique. La politique, non, quand je parle de politique, je vois que le grand frère est en train de rire. Non, quand je parle de politique, je parle de la politique éducative. Parce que si les réflexions... La gestion du système éducatif. Si c'est mis en œuvre, effectivement, on n'aurait pas dû assister à ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Les véritables problèmes, puisqu'il s'agit pour nous d'énumérer aujourd'hui les véritables problèmes que nous avons. Je vous ai parlé des problèmes de perte de temps scolaire. Je vous ai parlé du problème d'infrastructure. Je vous ai parlé du problème de gestion des ressources, que ce soit humaines ou financières. L'inapplication aussi. Mais c'est qu'en dehors de tout ça, pour éviter les véritables problèmes, il faut qu'il y ait un partenariat sincère entre les décideurs publics et ses partenaires, les partenaires sociaux. Donc je pense que si tout ça là... Nous allons venir à cette réflexion si nous arriverons à créer, en tout cas, cela, je me dis que certainement que notre système pourrait être sauvé. Je voudrais peut-être vous taquiner un tout petit peu. D'aucuns pensent qu'aujourd'hui, c'est vous, en fait, qui bloquez l'année, les enseignants, avec vos grèves. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais écoutez, l'enseignant n'a sa valeur que quand il y a un système éducatif. L'enseignant n'a sa valeur que quand il est dans sa classe. Aujourd'hui, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous sommes en train d'aller dans ces mouvements. Les mouvements, si c'est revenu, cette année, tel que je l'ai dit, pour nous, c'est parce que, quelque part, il a manqué de prévision de la part du gouvernement. On ne peut pas s'engager avec des partenaires. On ne peut pas prendre des engagements durant une année, ne pas pouvoir les honorer. Eh bien, écoutez, ça ne peut que créer des petits problèmes. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, au niveau du cadre que nous gérons, nous sommes revenus à la charge. Si, à partir du protocole d'accord que nous avons signé, qui a d'ailleurs été salué par les partenaires, tous les partenaires du système éducatif, le protocole du 15 avril 2012, si seulement le gouvernement avait pu créer les conditions de mettre en application les termes de ce protocole d'accord, je vous assure que cette année, 2012-2013, nous allions créer les conditions de ne pas aller dans des mouvements inutiles. Parce que c'est quoi le problème? C'est que quand les réflexions, quand les engagements sont honorés, mais quel argument nous allons mettre en avant il n'y aurait pas de pour aller